Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va faire le point sur la situation en Géorgie. Donc on en est déjà au sixième, septième jour de mobilisation depuis la décision du gouvernement de suspendre le processus d'adhésion jusqu'en 2028. Et les protestations ont pris une ampleur complètement inédite et elles ont aussi changé de nature. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de réaccueillir Régis Janté, mon ami et correspondant de longue date à Tbilissi. Alors donc, Régis, là, on est vraiment entré dans quelque chose de nouveau avec ces protestations. Oui, absolument. Et à la minute où on se parle, d'autant plus qu'on a aujourd'hui, là, depuis une heure à peu près, des arrestations tout à fait arbitraires des dirigeants d'opposition, à qui en réalité il est simplement reproché de protester contre ce gel du processus d'intégration de la Géorgie à l'UE, qui a vraiment déclenché, relancé le mouvement qui avait été réuni, souvenez-vous, pendant 2 mois au printemps contre la loi sur les agents de l'étranger, qui s'est un peu réveillé avec les protestations contre les falsifications, les fraudes électorales du 26 octobre, mais assez faiblement, et là qui s'est complètement réemballé depuis une semaine, en effet, quoi. Donc là, ça change de nature. Ce qui est très important et d'autant qu'avec toi, on parle d'Ukraine et il faut faire le parallèle, et c'est très important, et on sait où l'Ukraine en est aujourd'hui dans toute cette histoire, c'est que ce qui avait déclenché les choses fin novembre 2013, c'était la rupture formelle, j'insiste sur ce mot, des liens avec l'Union européenne. Yanukovych revient de Moscou et dit à son peuple, on gèle. C'était un gel aussi. Les Revient de Vilnius. voilà, avant Vilnius, l'intégration européenne, et ça déclenche le mouvement de Maïdan. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Renonciation formelle, alors qu'on savait très bien que le gouvernement pouvait y venir, même si des Géorgiens voulaient pas y croire, parce que le gouvernement faisait croire qu'il était pro-européen. Et là, il dit formellement on gèle, et ça relance le mouvement de manière très forte et qui change de nature de ce fait, effectivement, en se réinstallant dans la rue à partir de jeudi dernier. Oui, parce que maintenant, ce qu'on voit, c'est non seulement une installation dans la rue, mais aussi des barricades et des batailles rangées avec les forces de l'ordre chaque soir. Là, on en est déjà à 6 nuits de batailles rangées avec des actes quand même Exactement. assez brutaux. Exactement. Et alors que ce qui avait caractérisé ce mouvement et ce qui nous avait tous frappés, nous les observateurs, c'est que justement au printemps, on ne voulait pas faire de barricades. Il y a qu'un soir, et c'est l'article que j'ai pas pu écrire à l'époque, après je l'ai un peu écrit dans le Figaro, mais différemment, qui était la barricade qui n'a pas existé. C'est pas facile à vendre dans la presse, un mouvement qui n'a pas existé. Et pourtant, c'était fondamental. C'était fondamental parce que justement, c'était la peur de basculer dans quelque chose dont ils savaient très bien que ça serait violent. Et peut-être qu'à la minute où je vous parle, c'est en train de basculer dans quelque chose de violent, en tout cas avec des arrestations arbitraires, etc. Et violentes, brutales, par exemple, de Nika Guaramia, qui est le chef du parti Aralia, qui est arrivé deuxième, ce parti ou cette coalition, lors de l'élection du 26 octobre, quoi. Et donc, effectivement, on a vu ce 1er mai, qui était le soir de l'adoption en deuxième lecture sur trois, de la loi sur les agents de l'étranger. C'était la plus grosse manifestation, probablement 80 000 personnes. C'est énorme pour un pays de 3,7 millions d'habitants. C'est comme si en France, on avait 1,6 million d'habitants, de gens dans une manifestation. Donc, c'est important à cette échelle. Et, et ce soir-là, il y avait eu une barricade sur le côté du Parlement. Le Parlement était complètement tagué et des gens ont commencé à amener des poubelles. Et puis d'autres ont dit non, non, on fait pas ça, on rentre pas là-dedans. Sans doute parce qu'on sait ce qui s'est passé en Ukraine, parce qu'il y a de la mémoire de la guerre en Géorgie, les conflits séparatistes des années 91-93 et la guerre de 2008, la guerre civile aussi, qui a duré que quelques semaines, enfin 3 ans en réalité, mais au cœur de Tbilissi, puis après c'est répandu dans le pays pendant 3 ans. Donc il y a sans doute cette mémoire qui fait qu'on n'osait pas la barricade. On ose la barricade. Tous les soirs, il y a des barricades organisées où on met le feu, on s'affronte à la police de manière pacifique. C'est un peu un mouvement des feux d'artifice amateurs. C'est les feux d'artifice qu'on lance dans son jardin, mais qui perturbent la police et qui est une manière de faire du bruit, de les attaquer symboliquement sans les attaquer réellement. Donc des barricades, un parlement qui est complètement tagué, ça rappelle quelque chose comme Maïdan évidemment. Si au printemps le gouvernement tous les matins pouvait venir avec les Karcher et nettoyer les colonnes, maintenant ils peuvent plus le faire, ils badigeonnent de noir et c'est tout. Donc ça change complètement l'atmosphère, et on a une police qui répond de manière très mesurée encore, hein, même si c'est brutal. Enfin il y a la police et il y a les nervis qui appartiennent à une escouade, on sait qui la dirige, qui eux font le sale boulot. Donc la police reste plus ou moins dans le cadre
illégale, balance du canon à eau, du gaz lacrymogène, repousse, se montre brutal, mais bon, dans le cadre de la répression. Et puis en revanche, il y a des groupes, des gens masqués qui appartiennent à un département spécial, des tâches spéciales, ça s'appelle comme ça, du ministère de l'Intérieur, et qui eux font le sale boulot. Et là, on a des gens tabassés méchamment, à peu près sur les plus de 200 arrestations, 220 ou plus, on a 80% des gens qui sont passés à tabac au moment de l'arrestation, dans le transport qui les emmène vers le lieu de détention et au lieu de détention. Les photos commencent à émerger là depuis hier, donc des visages tuméfiés. Ça a côté Bélarus en quelque sorte. Euh, qu'on commence à voir avec des journalistes notamment qui sont ciblés, sans doute avec cette intention que y ait moins de couverture et que on se retrouve avec une manifestation moins importante et donc plus facile à gérer. Donc il y a tout un travail sur la peur, je crois effectivement, qui jusqu'à présent, c'est aussi le phénomène qu'on a observé, c'est que la peur n'est pas du côté de la foule. Maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être en train de basculer, on verra ce qu'il en est demain. On verra aussi quel usage la police fait de la force. Est-ce qu'elle elle fait de la force? Est-ce qu'elle va encore monter d'un cran, créer des images effrayantes pour instiller la peur dans la société? Oui, parce que c'est bien de ça dont tu parles, c'est la peur du scénario bélarusse. Donc évidemment, tu as fait la comparaison avec Maïdan ukrainien de 2013-2014, mais donc on se rappelle tous de ce scénario bélarusse contre des élections frauduleuses en 2020. Le régime de Loukachenko avait déployé la force très rapidement et de manière très vive. Ce qui avait amené à un affaiblissement des manifestations, donc structurel parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en prison, donc moins de gens dans la rue, mais aussi un climat de peur. Est-ce que Oui. les Géorgiens maintenant peuvent redouter ça? Oui, évidemment, c'est l'intention. Maintenant, la société bélarusse, la société géorgienne sont pas les mêmes, y compris du pouvoir. D'ailleurs, je pense que la réponse est pour le moment moins musclée. Elle va le devenir et elle pourrait probablement le devenir. Et les heures qui viennent sont certainement cruciales parce que avec la police qui fait des descentes dans les sièges, une arrestation très musclée, par exemple, de Nika Guaramia, qui était quelqu'un d'important, enfin qui avait été ministre sous Saakashvili, qui ensuite a été le directeur et propriétaire de la chaîne de télévision d'opposition, Tavari, très importante, qui a déjà fait 1 an de prison de façon tout à fait arbitraire, évidemment, et maintenant arrêté aujourd'hui de façon assez violente devant les caméras. Et les caméras sont très importantes. Il faut que tout le monde voit pour que la peur soit répandue. Bien sûr, ça se fait pas en catimini. Il faut montrer la force. Le chef de cette unité spéciale du ministère de l'Intérieur, qui s'est fait surnommer Hareba, est quelqu'un qui avait même dit au printemps, mais j'ai la liste des gens que je veux arrêter. Moi, j'arrête pas les jeunes, mais j'arrête tous les sous-hommes. Je sais pas, on ne sait pas ce qu'il entendait par là et qui est-ce qui décidait qu'est-ce qu'était qu'un sous-homme en tant que catégorie juridique. Mais donc voilà, il s'agissait de le montrer à tout le monde, quoi. Donc la peur, les heures qui viennent avec ce qui se passe, c'est effectivement ça. Est-ce que dans 1 heure ou deux, sur l'avenue Roustavéli en face du Parlement, on va avoir un mouvement qui redouble de colère face à ça, en se disant c'est là que ça se joue ou pas? C'est vraiment là où ça se joue, parce que si la peur fait qu'il y a 2 fois moins de personnes ce soir, le mouvement est probablement mort. On ne sait jamais, il peut se réveiller. Il va y avoir d'autres moments, notamment des moments formels importants. Par exemple, le 14 décembre, le gouvernement, le nouveau Parlement veut élire illégal, qui a été vraiment, enfin, on peut questionner très très lourdement sa légalité du fait des fraudes électorales, mais va élire le nouveau président. Sourabi-Julie ne sera plus présidente. Donc là, c'est un moment formel encore de basculement. Donc c'est des choses, et surtout qu'on veut mettre un footballeur, quelqu'un qui est vraiment indigne pas en tant que footballeur, mais par la personnalité qu'il est, extrêmement pro-russe, qui s'est affiché comme tel. Donc ça peut être des moments formels qui vont susciter des nouvelles. Mais je crois que la réaction va vraiment être ce soir et demain probablement. On verra comment la population réagit. Est-ce que la peur n'est toujours pas là et que ça redouble? Et en ce cas-là, le bras de fer sera très difficile pour chacun des deux côtés. S'il y a beaucoup moins de monde, le pouvoir sera en train de remporter, même si, encore une fois, il ne faut pas tirer de conclusion dans ces affaires trop vite. Oui, sachant que, évidemment, on suit tous de très près aussi parce qu'on a beaucoup d'images, ce qui se passe à Tbilissi, mais la mobilisation dans les régions est tout aussi importante. Et là, ces derniers jours, est-ce qu'elle s'est aussi confirmée?
Oui, elle s'est confirmée. C'est effectivement nouveau. C'est aussi quelque chose qu'on ne voyait pas au printemps. Donc, vous voyez, cet acte formel de gel du processus d'intégration a fait deux choses, j'ai envie de dire. Enfin, d'un côté, effectivement, les régions, des petites villes qu'on n'avait jamais vues manifester, comme la ville de Poti, le port de Poti sur la mer Noire, et des plus petites villes encore. Et en général, quand au printemps, il y avait des manifestations, il y en avait quelquefois en province, mais c'était Batumi, la grande ville de la mer Noire, Kutaisi, la deuxième ou ex-deuxième ville du pays, Tel Aviv, trois ou quatre villes. Là, on l'a vu dans une 15, 20 villes, parfois avec quelques centaines simplement de personnes. Donc ça montre que ça change. Et puis on a vu pour la première fois des fonctionnaires, non pas démissionner, il y a eu quelques exemples, 4, 5 ambassadeurs, mais en réalité, donc ça montre aussi la gradation. On n'a pas des fonctionnaires qui démissionnent, mais ils savent très bien quels risques ils prennent, mais qui ont signé des lettres en disant on n'est pas d'accord avec cette politique. Et là, on en a des milliers, peut-être 3000, quelque chose comme ça maintenant, du ministère de la Défense, une quarantaine seulement, du ministère des Affaires étrangères, bien sûr, de la Justice, de l'Éducation, de la Banque nationale, donc de plein d'institutions de santé, des écoles qui ont débrayé. Parfois, ce sont les élèves qui ont débrayé, non pas les professeurs qui, eux, sont tenus par leur emploi et donc par le pouvoir, parce qu'on a vraiment un pouvoir comme ça qui tient beaucoup la société avec un micro-ciblage très précis, très impressionnant. Mais c'est les élèves qui, eux, viennent et disent, mais nous, on veut pas ça. Et il y a même une image hier dans une vidéo où on a une vieille professeure qui essaie d'arrêter toute une bande d'une quinzaine de petits jeunes qui veulent monter à l'étage pour aller probablement tenir une réunion et elle essaie de faire barrage et eux, ils la débordent de droite et de gauche, ils sautent par-dessus les rambardes de l'escalier et ils montent, quoi. Donc c'était très, très symbolique, mais c'est quelque chose qu'on ne voyait pas au printemps. Donc on sent le changement de nature. Donc bien malin est celui qui peut prédire quelle sera la réaction à la montée en pression et en tension et en brutalité du pouvoir qui est en train de s'accomplir au moment où on se parle. Et Régis, une dernière question quand même pour adresser l'éléphant dans la pièce. La Russie, les troupes russes, elles sont à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau de Tbilissi, donc en Ossétie du Sud. Quelle est l'influence de la Russie sur la situation qui est en train d'évoluer heure par heure? Et quelles sont aussi les perspectives, peut-être les menaces sur l'opposition, qu'à un moment donné, la Russie s'implique de manière un peu plus musclée? La Russie affecte de dire que, comme M. Poutine l'a dit ces jours-ci, je ne connais même pas les dirigeants géorgiens, etc. Mais effectivement, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est évident. Et comme moi, personnellement, je parle Maïdan depuis plusieurs années, ça fait vraiment, je me trompe comme tout le monde, comme tous les journalistes, et il n'y a pas de mal à ça, parce que c'est tellement compliqué ces affaires que on peut le faire, mais je peux me vanter sur ce coup-là d'avoir vu le coup venir. Et en juillet 2021, il y avait une manifestation anti-LGBT où il y avait que des pro-russes dans la rue, alors que dans les sondages, on n'a pas vraiment de pro-russes. On a des gens prudents avec la Russie, mais pas vraiment des pro-russes. Et j'avais titré pour le Figaro, le titre avait été changé comme souvent, mais j'avais titré La Géorgie sort de la route européenne. Et parce que pour moi, ça venait de la Russie. Et l'idée du Maïdan, c'est aussi ça, c'est le scénario russe. C'est on encourage des dirigeants, Yanukovych ou Bidzina, à rompre formellement donc avec l'Occident. Le dirigeant s'exécute pour des raisons qui sont propres à Yanukovych, propres à Ivanishvili, qui est un oligarque, qui est complètement tenu par la Russie, comme tout oligarque. Il y a zéro exception. Je travaille beaucoup sur ces questions. Moi, ça n'existe pas un oligarque qui a fait fortune en Russie, qui échappe dans une certaine mesure et souvent dans une grande mesure au contrôle du Kremlin. Il s'exécute, il explique à son peuple qu'il va falloir rompre avec l'Occident. Et comme le peuple a une aspiration, en tout cas ses minorités actives, et en Géorgie beaucoup plus, et même en Ukraine, eh bien, ça fait un clash entre le pouvoir et la population. La Russie considère ça comme un coup d'État. Par exemple, là, l'élection a été fraudée. L'opposition dit, mais c'est un coup d'État constitutionnel. La Russie dit, non, l'élection est tout à fait propre. C'est un coup d'État. Et donc, elle se donne le droit d'intervenir. Ce qu'elle a fait en Ukraine, comme on connaît l'histoire et on est encore dans cette histoire, c'est ça l'histoire. En Géorgie, c'est difficile parce qu'on voit bien que la Russie a quand même, est pas même capable de récupérer le territoire de Koursk. Donc, on se dit qu'elle n'a pas les moyens militaire pour le moment de l'envahir, mais qu'est-ce qui peut se passer dans les mois qui viennent? Si par exemple un accord de paix est négocié, dans ce cas-là, la Russie peut se libérer 50 000 hommes et faire une opération en Géorgie en inventant je ne sais quelle provocation et coup d'État contre le gouvernement en place, quoi. Donc le risque est effectivement pas existe. Et puis après, il y a d'autres méthodes entre l'invasion pure et simple, comme on l'a vu en Ukraine. Il y a d'autres niveaux. On peut faire des provocations, des assassinats ciblés. Si Ivanishvili répond pas assez
durement, on peut s'en charger pour le forcer à entrer lui-même dans une vague répressive beaucoup plus forte et des choses comme ça. Donc oui, on voit bien quelle est la propagande des Russes, à la fois des personnalités officielles et puis parfois de propagandisme dont on sait qu'ils sont importants et le pouvoir les laisse faire. Je pense à ce Malkevitch qui travaillait pour Prigogine et qui est venu pendant les élections, que la Commission centrale électorale géorgienne a accrédité sans aucun problème et qui est venu même qui s'est permis de faire des lives le jour de la manifestation pro-pouvoir, du rassemblement pro-pouvoir avant l'élection euh, parlementaire, quoi. Donc oui, évidemment, elle est très importante et la menace est effectivement très claire. Et du coup, les slogans qu'on entend beaucoup dans la rue sont Russebo, Monebo, russe, esclave, esclave des Russes, quoi. Ou bien non à la loi russe qu'on entendait encore ces jours-ci. Et là où on voit qu'on est aussi passé dans une autre dimension, c'est que pour la première fois, j'ai entendu des tsadi, dégage, démission, quoi. En fait, à l'égard du gouvernement, ce qu'on n'entendait pas au printemps, ou presque pas. Donc, voilà. Tout ça, on voit comment tout ça fonctionne ensemble et comment on va vers quelque chose là, qui est irréversible maintenant, dans un sens ou dans un autre. Ouais, ça a bien l'air d'être le cas. En tout cas, très volatile. Merci beaucoup, hein, Régis. Passionnant Merci comme à toi. toujours. Je te laisse retourner à ton travail puisque j'imagine que tu es bien débordé. Et Ouais. merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle conversation sur la Géorgie.